Ça y est? Sinon, Bon. tu mets mon téléphone en... Ah. Voilà, normalement, c'est reparti. C'est reparti. Bon, bah écoutez, je suis vraiment désolée de tous ces aléas. J'espère que vous allez revenir nombreux et que vous êtes persévérants. Je vous en remercie. On va essayer d'avancer avec vos questions. Donc vous pouvez mettre dans le chat et auxquelles je vais répondre avec plaisir. Donc je vous disais dans l'attente de vos questions, je vais quand même remettre vos lunettes pour les lire, hein, ça sera plus facile. Je vous disais donc que je suis aussi passionnée, c'est vraiment une passion, l'aromathérapie, tout comme la naturopathie bien sûr, et puis aussi cette pratique de l'hydrothérapie du côlon qui est tellement pertinente, tellement efficace que et ben effectivement ça touche à des aspects un peu particuliers du métier, mais dans une telle efficacité que je me régale, si je puis dire, un petit peu tous les jours à faire ça. Surtout quand on voit les résultats qu'il y a derrière. Donc voilà. N'y voyez pas de jeu de mots. Bien, bah écoutez, j'attends vos questions. J'ai vu qu'il y avait déjà pas mal de personnes qui étaient revenues. Que puis-je vous dire? Donc je propose aussi, et ça c'est vraiment une chose que j'aimerais développer dans les années à venir, des accompagnements de jeunes randonnées avec des cures de jus, que je préfère vraiment ce type d'accompagnement aux jeunes humides, hein, évidemment, parce que je le trouve tellement efficace dans la régénération cellulaire, dans la régénération cutanée, etc., tout en étant très efficace en détox, bien sûr. Donc c'est quelque chose que je vais développer, si possible, j'espère, dans quelques temps dans notre région, dans notre belle région d'Auvergne. Voilà. Eh bien écoutez, la naturopathie, alors je vais peut-être vous parler de naturo, puisque je vois pas de questions arriver. La naturopathie, ben, c'est un ensemble de techniques où on a ce qu'on appelle trois piliers majeurs, que sont l'alimentation saine, tout le domaine du psychique, c'est-à-dire, on va dire, la psycho, hein, la relation d'aide au niveau émotionnel et mental, et puis tout ce qui touche à la respiration, puisque la respiration, c'est fondamental. C'est ce qu'on fait en premier à la naissance et ce qu'on fait vraiment à la fin, en mourant, d'expirer. Et entre-temps, ben, on respire non-stop, on respire tout le temps. À partir de là, cette respiration est une technique fondamentale de gestion de tout ce qui nous arrive, de tous les événements, notamment le stress. Évidemment, le stress, mais aussi que ce soit des douleurs physiques, etc. Donc le travail respiratoire fait partie intégrante du métier du naturopathe, de façon à vous donner des clés de gestion de tout ce qui peut dysfonctionner, de tout ce qui peut être en déséquilibre dans votre vie. Évidemment, l'alimentation prend une très grande place au sein de mes consultations, puisqu'on vient me voir pour ça. Le naturopathe a une façon de travailler au niveau de l'alimentation totalement différente des nutritionnistes et diététiciennes, puisque nous, on travaille à mettre en place non pas des régimes, mais ce qu'on appelle une alimentation hypotoxique, une alimentation saine, et que on va prendre vraiment le point de départ de votre état, de votre vitalité, de votre terrain. On parle de terrain, on parle de vitalité, pour mettre en place ce qui va être apte, propre dans votre alimentation à rebooster cette vitalité, ou à la calmer si besoin, pardon. Mais là, c'est assez rare, hein. On est dans un moment où l'alimentation moderne, l'alimentation contemporaine ultra transformée, est très complexe il est très complexe de s'en défaire, malheureusement, et on y arrive avec un petit peu de volonté. Par contre, les bénéfices sont tellement extraordinaires que les personnes peuvent maintenir cet effort-là au fil du temps. Donc alimentation hypotoxique, ça veut dire qu'on va d'abord diversifier son alimentation, on va rajouter de l'alimentation dite vivante qui contient des nutriments, notamment du cru, essayer de se défaire de toutes les erreurs
notamment par exemple l'alimentation ultra transformée, l'alimentation pasteurisée, l'alimentation morte en fait, voilà. On parle, voilà, vous voyez, il y a ce pendant, alimentation vivante, alimentation morte, et à partir de là, nos cellules étant vivantes, on va retrouver de la vitalité en retrouvant une alimentation vivante, et il y a tout un tas de techniques pour se défaire de ces mauvaises habitudes. Je ferai peut-être une vidéo un jour là-dessus, d'ailleurs, on verra comment ça se présente. Donc, notamment, eh bien, en gérant tout ce qui peut être addictif et par la respiration. Alors, moi, j'ai mis ensemble respiration et huile essentielle pour travailler avec la cohérence cardiaque, par exemple. Et ça marche vraiment très très bien. Donc la cohérence cardiaque, des techniques respiratoires encore, comme je vous l'ai dit dès le départ de cette vidéo. Alors, vitalité et hyperactivité, y a-t-il un lien? Oui, il peut y avoir un lien. Maintenant, quand il y a de la vitalité, c'est une vitalité qui est normale, entre guillemets, qui est bonne pour nous. Quand il y a hyperactivité, c'est qu'il y a un déséquilibre. En hyper, ça n'est jamais équilibré. Hyperactivité, hypersensibilité, hyper tout ce que vous voulez, c'est qu'il y a un déséquilibre. Donc il peut y avoir un déséquilibre au niveau de la vitalité. Et ce que j'ai constaté, moi je peux parler de mon expérience, ce que j'ai constaté, c'est que souvent il y a de l'hyper quand le corps essaye par tous les moyens de fabriquer, par exemple, les neuromédiateurs de la vitalité, c'est par exemple la dopamine, l'adrénaline, le cortisol, et que dans un sursaut suite à peut-être des carences nutritionnelles, etc., eh bien, il y a une fabrication trop importante de ces neuromédiateurs. Je ne suis pas sûre que ce soit ça chez vous, mais ça peut être le cas. Par exemple, on constate qu'il peut y avoir des hyperthyroïdies avant qu'une thyroïde s'effondre. L'hyperthyroïdie peut être en lien avec ce que vous appelez hyperactivité. Sans garantie, bien sûr, de ma part, hein, mais il peut y avoir un lien. Donc après, il faut réguler. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des grands pics de neuromédiateurs ou d'hormones, etc., et des grands creux, eh bien, il faut plutôt lisser ça de façon assez régulière. Et ça se fait beaucoup avec la nutrition et la micronutrition. Évidemment, la gestion du stress par la respiration, par l'exercice physique, par différentes techniques que peuvent être le massage, etc. Voilà, je vais répondre, j'espère que j'ai répondu, Martine, j'ai répondu à votre question. Alors, une question très intéressante, ce serait quoi un plat idéal pour la période hivernale? Alors, pour la période hivernale, ça serait un plat qui serait composé de chaud, hein, je vous vois venir là, sur ce plan-là, alors que j'ai dit que l'alimentation devrait être composée de cru. Mais en fait, on mettrait tout ça dans son assiette. Et nous, en naturopathie, on ne part pas du tout du point de vue qu'il faut les bons plats riches, les bœufs bourguignons, les blanquettes de veau, etc., etc., pour passer l'hiver. Parce que le système digestif, dans sa globalité de beaucoup de gens, est assez fatigué, on va dire. Ça, c'est ce que je constate tous les jours, sur toutes les personnes qui viennent me voir. J'ai aucune exception à la règle. Et donc, là, ça serait plutôt d'alléger en remettant du cru, bien sûr, pour qu'il y ait des apports de vitamines, de minéraux, d'antioxydants, d'enzymes, et que ces apports-là aident l'organisme à resynthétiser des enzymes, notamment au niveau de l'intestin grêle, au niveau du pancréas, etc. Et le chaud peut être apporté par, alors moi ça dépend si vous êtes végétarien ou si vous ne l'êtes pas, mais ça peut être apporté par exemple par des pommes de terre vapeur ou de la patate douce vapeur. Tout n'est pas vapeur, rassurez-vous. On va pouvoir faire avec ça un très bon plat de légumes cuits, mais il y aura avec ce plat de crudité qui va nous apporter du chaud
du cru et donc du vivant. Si pour les personnes qui ne sont pas végétariennes, on va peut-être composer avec une crudité, un filet de poisson ou un filet de volaille ou des œufs ou des fruits de mer avec des légumes. Ça serait idéal parce que ce que j'ai vraiment constaté depuis toutes ces années, c'est que les associations protéines animales féculents est vraiment très difficile à digérer et va être responsable aussi de beaucoup de surpoids. Donc la dissociation protéines féculents va aider à perdre du poids et à retrouver une grande vitalité digestive. Et quand on retrouve une grande vitalité digestive, on retrouve une vitalité générale. Alors, le bri-bri, du coup, très bonne question. Le syndrome du côlon irritable, de l'intestin irritable. Alors, moi, j'ai vraiment... je traite beaucoup ce genre de choses, vous imaginez bien, avec l'hydrothérapie du côlon. J'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir avec ça, avec ce type de problème, colopathie fonctionnelle, syndrome de l'intestin irritable. Donc moi, j'ai plutôt tendance à dire que notre intestin, il n'est pas irritable, il est irrité. Il est fatigué, il n'en peut plus. Dans le sens où il a à gérer beaucoup d'aliments transformés, trop cuits, trop raffinés, etc. Et ça entraîne une difficulté, ça entraîne une inflammation. Et donc l'intestin irritable, c'est un intestin enflammé et fatigué. Donc cette alimentation vivante, non seulement elle est compatible avec le syndrome de l'intestin irrité, mais en plus c'est celle qui va le réparer. Alors moi en consultation je donne toujours le cas de, voilà, imaginez que mon bras, je vais essayer de mettre devant la caméra, mon bras c'est la muqueuse de l'intestin et que cette muqueuse elle est vraiment irritée, enflammée. Les fibres dessus, elles font leur travail, j'espère que vous voyez, elles font leur travail de balai intestinal. Mais ce n'est pas les fibres qui font mal, c'est la muqueuse qui est enflammée et irritée. Et elle est irritée par les aliments trop cuits, trop raffinés, ultra transformés, l'excès de gluten, l'excès de produits laitiers pasteurisés, etc. Donc les fibres vont aller réparer ça. Dans un premier temps, il est peut-être important de s'aider avec des compléments nutritionnels et pour ça j'aime beaucoup le gel d'aloe vera à boire qui va amener de la douceur comme un baume sur la muqueuse, qui va servir de mucus, moi je dis carrément mucus-like, ce mucus qui aide à éliminer les déchets plus facilement. Donc oui, cette alimentation, elle est bonne quand on a ce syndrome de l'intestin irrité ou irritable, mais c'est plutôt irrité qu'irritable. Alors, Caroline me pose la question, comment soigner une rhinite chronique non allergique? Alors nous, en naturo, on a le causalisme. Le causalisme, c'est chercher la cause et au-delà de chercher la première cause, qui est plutôt physique, énergétique, chercher la cause de la cause, puis la cause de la cause de la cause. Donc là, dans un cas de rhinite chronique non allergique, on va aller voir l'alimentation. Très souvent, la rhinite chronique, alors je ne sais pas si c'est votre cas, mais très souvent, donc ça peut être chez vous pareil, cette rhinite chronique peut être due à une difficulté de digérer notamment des produits laitiers. Il y a souvent un lien avec les produits laitiers ou avec des sucres rajoutés, des sucres en quantité un petit peu trop importante qu'il est facile de diminuer, voire d'éliminer. Mais souvent, on va parler de porosité intestinale. Cette porosité intestinale crée des intolérances. On ne parle pas d'allergie, effectivement. On parle d'intolérance. Et on va dire que le méridien poumon, là, si je vais me référer à la médecine traditionnelle chinoise, est en lien avec le gros intestin. Et va prendre le relais, tout ce qui est ORL, ORL bas, ORL supérieur, va prendre le relais d'un intestin qui est, on va dire, débordé dans ses fonctions d'élimination. Donc là, évidemment, peut-être diminuer fortement les produits laitiers, surtout de vache, surtout pasteurisés, et puis essayer d'éliminer beaucoup de déchets par le bas, c'est-à-dire par la voie digestive, par la voie intestinale.
Voilà, j'espère que je réponds à votre question. Ça concerne beaucoup de personnes, hein, entre les produits laitiers et les excès de gluten. C'est quelque chose qui est vraiment très fréquent. Alors, Eric pratique le chamanisme par rapport à la chrononutrition. Je pense que c'est bien. Je pense que c'est une technique qui est assez cohérente. Il peut m'arriver, moi, de donner vraiment des conseils qui concernent la chrononutrition parce que je vous ai parlé d'association tout à l'heure et on sait que des aliments mangés à tel ou tel moment, entre le petit déjeuner, le repas de midi et le repas du soir, ne vont pas être assimilés de la même façon et ne vont pas, en quelque sorte, servir à la même chose. En sachant qu'il faut poser une base très importante qui est que on mange pour pas seulement se remplir l'estomac et enlever la faim, on mange surtout pour avoir des nutriments, des acides gras, des acides aminés au niveau des protéines, des sucres simples, des vitamines, des minéraux, etc., qui sont assimilés au niveau de l'intestin grêle. Et ces nutriments, ils servent à quelque chose. La chrononutrition nous enseigne que ce qui est synthétisé le matin n'est pas similaire à ce qui est synthétisé à midi, par exemple, ou en début d'après-midi, ou dans l'après-midi, ou le soir. Donc si je reprends tout à l'heure, j'ai parlé des neuromédiateurs, eh bien la chrononutrition prône de prendre des protéines animales, par exemple, ou végétales, hein, bien sûr c'est possible, par exemple avec les algues, de prendre des protéines animales le matin, du jambon ou un œuf, etc. Et ça c'est totalement cohérent. De manger aussi, donc ça va nous aider à fabriquer par exemple de la dopamine qui se fabrique, qui est notre starter. Donc cette dopamine qui est notre starter se fabrique le matin avec les apports de tyrosine notamment qu'il y a dans les protéines animales. Et on a besoin de cette tyrosine également pour le repas de midi de façon à fabriquer, après la dopamine, il y a la noradrénaline par exemple. Mais les hormones de l'hormone de notre thyroïde, la L-thyroxine, se fabrique aussi à partir de la tyrosine. Et puis dans l'après-midi, c'est un autre neuromédiateur qui prend le relais, qui s'appelle la sérotonine. Et cette sérotonine, elle est très importante pour mettre un frein à nos activités, pour nous dire, bon ok, là on va bientôt dormir, c'est le moment de se calmer, c'est le moment de se poser, donc on va pouvoir avoir d'autres sources, notamment de sucre, par exemple des amidons, etc., pour que cette sérotonine soit synthétisée et puis surtout qu'elle passe la barrière intestinale et la barrière hémato-méningée. 15% de la sérotonine qui sert vraiment à notre humeur de toute la journée est fabriquée dans l'intestin et stockée aussi à cet endroit. Et puis cette sérotonine, après, elle est transformée en mélatonine. Donc la chrononutrition, elle prend compte de tout ça. C'est vraiment très intéressant. Ils ont cet enseignement-là. Donc c'est pour moi assez cohérent. Ce qui l'est moins, c'est que en chrononutrition, on ne tient pas compte vraiment forcément de l'état digestif de la personne. Est-ce que cette personne a encore les moyens de digérer par exemple des protéines le matin, des protéines le midi? C'est pas tout à fait sûr. Donc il y a des bémols à mettre qui sont totalement individuels selon l'état vital de la personne, selon l'état digestif de la personne. Donc en naturo, on est plus individualisé, on individualise plus les conseils que l'on donne en fonction de ce qu'on fait, un bilan vital justement qui nous permet de déterminer si la personne a encore des capacités digestives pour 2 voire 3 protéines par jour, ce qui est parfois le cas préconisé en chrononutrition, une protéine le matin, du jambon, un filet de volaille le midi et puis un poisson le soir. Et ça, je ne suis pas du tout sûre que ce soit le cas. Donc, je reprends mes petites lunettes pour lire la question suivante. Alors, colopathie, dyspepsie, mes repas sont assez difficiles. Aurélie, c'est vraiment très intéressant votre question parce que c'est mon quotidien. Donc, j'espère pouvoir vous aider. Il faut changer d'alimentation. Je suis vraiment désolée, je vous fais une réponse toute faite, ultra rapide.
Parce que si vous avez de la colopathie, c'est que vous avez eu des habitudes alimentaires qui ont installé cette colopathie. Et le stress étant un facteur aggravant pour moi, étant pas forcément un facteur déclenchant. Le stress en tant que tel, des gros chocs émotionnels, etc., vont avoir une action d'aggravation du terrain colopathe. C'est-à-dire qu'il y a l'inflammation dont je parlais tout à l'heure, elle est installée et elle est nourrie au quotidien par ces aliments qui ne sont pas forcément bons pour vous. Et le choc émotionnel va venir là-dessus mettre une bombe, va être comme un déclencheur de quelque chose qui peut être une colite, qui peut être vraiment un reflux gastrique, etc. Donc c'est plutôt comme ça, il faudrait faire un changement assez important, hein, radical. Je ne veux pas paraître vraiment trop rigoureuse, c'est pas le but de ce live, mais quand même, si on fait les choses à moitié, on n'a que des moitiés de résultats. Donc je vous invite peut-être à vous rapprocher d'un naturopathe près de chez vous, mais en tout cas, une piste majeure, c'est diminuer fortement le gluten, diminuer les produits laitiers, surtout pasteurisés, notamment les yaourts, le fromage, le lait, etc. Et réparer votre intestin. Et là, je vais répondre, du coup, je vais en profiter pour répondre à la question de Julie, parce que ça répond aussi à votre question, Aurélie. Le gel d'aloe vera à boire est vraiment très très intéressant, selon l'état de l'intestin, que j'estime par le bilan vital, et puis les plaintes de la personne, évidemment. Eh bien, on va prendre 2 à 4 cuillères à soupe de gel d'aloe vera par jour, dans lesquels il est possible parfois, si on détecte une forte inflammation, il est possible parfois de rajouter une huile essentielle à prendre par voie orale. Là, on va mettre tout simplement la goutte d'huile essentielle dans la cuillerée à soupe. Notamment, une huile essentielle qui est magique, c'est le basilic tropical, qui a une action très antispasmodique et très anti-inflammatoire au niveau de toute la sphère digestive. Et puis, il y en a une autre qui est intéressante, c'est la menthe poivrée. Parce que la menthe poivrée, elle va aider, elle va soutenir le foie, la vésicule, le pancréas également. Et cette menthe poivrée, elle a vraiment des qualités qui aident à digérer le repas. Donc c'est plutôt en fin de repas de midi et peut-être le basilic plutôt en fin de repas du soir. Parce qu'elle est aussi apaisante, hein, calmante. Donc Luc, donc les bouffées de chaleur, ça dépend si ce sont des bouffées de chaleur dues à la ménopause ou pas. Donc il y a différentes choses à faire. Si ce sont des bouffées de chaleur bien situées la journée, ou si vous assimilez aussi les sueurs nocturnes qui peuvent survenir pendant le sommeil. Donc là, j'aurais besoin de détails pour vous répondre. En tout cas, moi, je vais partir sur l'idée que peut-être ce sont, même si vous avez un prénom masculin, hein, je suis désolée, mais bouffées de chaleur, on peut les assimiler à la ménopause. Là, on a des hydrolats. Alors évidemment, il faut changer l'alimentation, il faut détoxifier le foie, hein. Ça, c'est juste indispensable. On a des très bons hydrolats pour faire ça, notamment l'hydrolat de menthe poivrée par exemple. On a l'hydrolat de carotte qui est très intéressante. Et si c'est spécifiquement hormonal, eh bien l'hydrolat d'aquilée millefeuille prise le matin dans un verre d'eau tiède, à raison d'une cuillère à soupe dans un verre d'eau tiède prise le matin à jeun, et l'hydrolat de sauge officinal, donc il ne faut pas qu'il y ait d'antécédents de cancer hormonodépendant, fonctionne vraiment très très bien. Mais ça nécessiterait de bien modifier le repas du soir, parce que s'il y a des bouffées, des sueurs nocturnes, c'est totalement dépendant aussi du repas qui est pris le soir. Donc voilà, je continue. Petite question très intéressante. Alors, Caroline, vous me reposez la question par rapport au cancer du poumon que vous avez eu. J'espère que vous allez très bien maintenant. Vous avez supprimé les produits laitiers, le gluten, vous avez encore un petit peu de sucre.
On sait que la cellule cancéreuse se nourrit de sucre, donc vous pourriez effectivement aller un petit peu plus dans ce sens encore, mais moi je pense effectivement, sans garantie évidemment, il faut regarder tout un tas de facteurs, hein. On dit que le cancer c'est une maladie plurifactorielle, surtout s'il y a eu du tabac par exemple, ou du tabagisme passif. Mais n'empêche qu'il y a un lien là entre le poumon et excusez-moi, j'ai entendu un petit gling, le poumon et le gros intestin. Donc faire vraiment une vraie réforme alimentaire au niveau intestinal va vraiment faire du bien à votre poumon. C'est le couple, hein. Ils fonctionnent ensemble, ils sont complètement reliés. Donc oui, ça peut vraiment vous aider en tout cas, à aller mieux sur tous ces plans-là. Alors, nombre de gouttes d'huile essentielle dans l'aloe, une seule. C'est vraiment totalement suffisant. Ça suffit complètement pour être très efficace. Les huiles essentielles, si vous pouvez les prendre d'extrêmement bonne qualité, sont tellement efficaces que c'est pas la peine d'en mettre beaucoup. Par contre, il est souhaitable aussi de faire ce qu'on appelle des fenêtres thérapeutiques, c'est-à-dire qu'on fait des pauses. Moi, je préconise en général 5 jours de prise, 2 jours de pause, 2 jours de fenêtres thérapeutiques pendant lesquelles l'organisme va gérer les molécules et va pouvoir les évacuer par les voies digestives naturelles. Donc bien sûr, merci Karine, vérifiez les contre-indications pour les huiles essentielles, en sachant que la principale contre-indication au niveau de l'amande poivrée, c'est la femme enceinte ou allaitante et la grossesse dans les 3 premiers mois. Donc je ne pense pas que ce soit le cas. Voilà. Donc j'ai des bouffées de chaleur nocturne, voilà. Donc c'est un petit peu l'hydrolat dont j'ai parlé tout à l'heure. L'hydrolat d'Achille et millefeuille le matin et l'hydrolat de sauge officinale le soir. Ça marche vraiment très très bien. Oui, je pense qu'Aurélie, vous avez intérêt parce que travailler le terrain, c'est travailler le long terme. C'est pas travailler l'instant présent. Enfin, on travaille dans l'instant présent, bien sûr, mais on travaille pour le long terme, pour les années à venir. Et à partir de là, c'est totalement une technique, ça devient totalement une technique de prévention des pathologies. Nous, la naturo, ce qu'on aime, c'est prévenir plutôt que guérir, hein. Et c'est pour ça que j'aime aussi beaucoup, je me réfère moi souvent à la médecine traditionnelle chinoise, voire à la médecine ayurvédique, parce que ça nous permet d'avoir des techniques de prévention. Toujours est-il que quelle que soit la gestion que l'on veut faire, au niveau alimentaire, au niveau digestif, la respiration est très très importante parce qu'elle va gérer, on va gérer le système nerveux. Et tous nos organes digestifs, nos organes urinaires par exemple, aussi au niveau gynéco, etc. Tout est relié au système nerveux. Notamment, on sait maintenant, moi ça me passionne, je lis beaucoup de choses en ce moment là-dessus. Donc mon grand dada, c'est le fonctionnement du nerf vague. C'est très intéressant de comprendre à quel point il y a une interaction entre tous les organes et le système nerveux par l'intermédiaire de ce nerf vague. Donc si vous avez un petit peu de temps pour regarder des choses là-dessus, c'est vraiment passionnant. Il y a 2 bouquins qui sont très intéressants qui s'appellent Stimuler votre nerf vague ou Activer votre nerf vague. Et c'est passionnant. On comprend plein de choses. Moi, ça m'éclaire encore plus. Après 20 ans, j'ai encore des choses à apprendre. Alors, comment protéger les organes, surtout les reins, lors ou après une chimiothérapie? Donc là, il faut effectivement faire... il y a des plantes, hein, donc surtout les reins et je dirais aussi le foie. Donc le rein, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut l'aider à travailler. Donc le but n'est pas de lui donner des quantités d'eau à boire pour faire son travail, mais de sélectionner, d'être très sélectif et d'entreprendre peut-être des plantes pour
l'acidose, la désacidification, parce que le rein est très lié à l'acidification qui va être entraînée par la prise de la chimiothérapie. Donc, faire usage de plantes désacidifiantes, comme par exemple, moi j'aime beaucoup l'aubier de tilleul, j'aime aussi beaucoup la camomille matricaire, que l'on peut prendre en infusion, ça marche très bien. Et puis vous avez des compléments nutritionnels qui sont très spécifiques pour désacidifier l'organisme, travailler au niveau d'un pH qui soit équilibré, puisque ça c'est notamment avec les traitements de chimiothérapie ou d'autres traitements d'ailleurs. Donc je vous inviterai peut-être à regarder ces infusions que je viens de citer. Vous avez aussi l'hydrolat de genévrier qui est intéressant pour une régénération, et de romarin verbenone aussi, il y en a deux. Donc hydrolat, je parle bien d'hydrolat et pas d'huile essentielle. Hydrolat de genévrier et hydrolat de romarin à verbenone qui travaillent tous les deux dans le sens d'une régénération hépatique, certes, mais rénale aussi. Vous avez aussi l'huile essentielle de carotte qui est très intéressante parce qu'elle travaille en drainage et en régénération au niveau hépatique et au niveau rénal. Donc si vous avez 2 hydrolats plus une huile essentielle, vous allez limiter la quantité d'huile essentielle. En tout cas, l'huile essentielle de carotte n'a pas de toxicité particulière, n'a pas de contre-indication particulière. C'est une grande régénérante qui gagne à être connue. Donc pour moi, il n'y a pas d'incompatibilité entre menthe poivrée, huile essentielle de menthe poivrée et asthme, ce qui n'est pas le cas de toutes les huiles essentielles. Donc là, évidemment, je ne connais pas votre cas encore, c'est un petit peu difficile d'être aussi affirmative, mais dans l'absolu, moi je dirais que menthe poivrée prise à la goutte avec du gel d'aloe vera, même si vous êtes asthmatique, pour moi, ça ne pose aucun problème. Maintenant, c'est toujours à ces doses physiologiques. Alors, Cynthia, vous me demandez d'avoir des ballonnements tous les jours. Donc là, il peut y avoir directement une cause alimentaire, évidemment, puisque le gluten actuel, le blé moderne, contient beaucoup plus de gluten que les blés anciens. Et comme on a tendance à en consommer un petit peu trop, ça peut directement être la source de ces ballonnements. Maintenant, il y a d'autres possibilités, à savoir un dérèglement, ce qu'on appelle une dysbiose au niveau intestinal, donc une perturbation au niveau de votre microbiote. Un dysbiose, ça veut dire déséquilibre au niveau du microbiote. Et cette dysbiose peut être en faveur d'un trop gros développement fongique. C'est-à-dire qu'il y a trop de champignons, notamment les fameux Candida albicans. Et quand il y a une candidose, eh bien, il y a des ballonnements. Mais quand il y a de la candidose, quand il y a de la candidose, il y a aussi de la fatigue, il y a d'autres symptômes. Il y a de la fatigue physique, nerveuse, il y a de l'irritabilité, il y a vraiment des hauts et des bas au niveau énergie. Et un des signes principaux, c'est de voir que quand on a de la candidose, on mange et on a des ballonnements tout de suite après les repas. Donc si c'est votre cas, il faudrait penser à ça. Donc un traitement anti-candidose, c'est vraiment un changement alimentaire, c'est des huiles essentielles, ça peut être des hydrothérapies du côlon ou des lavements ou des purges. C'est quelque chose qui est vraiment très complet. Merci Karine pour ces gentils commentaires. Voilà, ouais, si vous pouvez lire sur le nerf vague, hein, là je m'adresse vraiment à tout le monde parce que ça va vraiment venir dans les années à venir. Tout ce qui touche à ça, c'est déjà le cas, mais c'est plus dans les recherches actuellement au niveau des neurosciences. Donc ce lien-là entre ce qu'on appelle le deuxième cerveau, le ventre, avec ses 200 millions de neurones, tous ces neuromédiateurs, la muqueuse qui sert aussi, qui est très importante, qui doit être un bon filtre, et donc regarder l'état, est-ce qu'il y a de la porosité ou pas.
etc. hein. Donc, tout dans ces deux bouquins, Activer votre nerf vague ou Stimuler votre nerf vague, vous avez les deux. Alors, Françoise me demande pour les tendinites répétées et changeantes au niveau du talon d'Achille, des coudes, de l'épaule, du poignet. Donc il y a des tendinites un petit peu partout. Ben, la tendinite avec tout ce qui est en IT, hein, ben, c'est vraiment des pathologies, on va dire, des symptômes d'acidose. Je vous parlais d'acidose tout à l'heure, de terrain acidifié. Et les tendinites font partie des acidifications les plus longues à traiter. Donc il faut impérativement, Françoise, vous alcaliniser avec des compléments nutritionnels alcalinisants, consommer des tisanes, des infusions alcalinisantes et puis réguler votre pH. Localement, vous pouvez bien sûr utiliser des huiles essentielles antalgiques, anti-inflammatoires, mais si vous ne traitez pas le terrain, eh bien vous allez avoir des tendinites chroniques. Là, vous me parlez de tendinites répétées, donc il y a une chronicité qui semble être déjà installée parce qu'il faut vraiment, en amont, traiter votre terrain. Donc, et là, on y arrive. Hein, on y arrive. Moi, j'ai des personnes, notamment des sportifs, hein, qui ont des tendinites depuis 2, 3, 4 ans, et qui sont obligés d'arrêter leur pratique, et alors qu'en désacidifiant, donc ce qui nécessite bien sûr de changer l'alimentation, et bien du coup on y arrive. Hein, donc tous les espoirs sont permis, Françoise. Alors, Caroline, donc l'huile essentielle de menthe poivrée est-elle compatible avec une chimiothérapie? Ce serait pour gérer les nausées, oui, oui, tout à fait. Sans aucun problème. Alors, aux doses physiologiques, on est à la goutte. Hein, et vous pouvez vraiment le faire parce que à chaque fois que vous allez avoir un travail au niveau hépatique, vous allez non seulement avoir moins de nausées, mais en plus mieux supporter votre traitement. C'est ça la force aussi des huiles essentielles et de la phytothérapie. C'est-à-dire que quand il y a de la chimio, par exemple, on peut vous aider à mieux supporter la chimio et pour aller jusqu'au bout. Et en phyto, on a des huiles essentielles très intéressantes. En phyto, on a des plantes très intéressantes qui peuvent être prises sous différentes formes. Il y en a plusieurs qui sont connues, comme par exemple le desmodium, qui est très connu. Moi, j'aime aussi beaucoup le chardon-marie. J'aime aussi beaucoup le chrysanthellum. Donc là, des plantes de régénération hépatique, de soutien du foie pendant les chimios, eh bien, ça va vous aider à mieux le supporter. Il faut bien penser aussi à l'huile essentielle de citron, qui est vraiment extraordinaire dans le côté gestion des médicaments, quels qu'ils soient. Que ce soit de la chimiothérapie, que ce soit des anti-inflammatoires, des antalgiques qui doivent être pris pour X raisons, etc. Alors, Christine, j'aime beaucoup cette question. J'aime beaucoup cette question. Quels aliments éviter pour les réveils et bouffées de chaleur nocturne? Parce que ça commence par là. La résolution commence par l'éviction. Notamment de tout ce qui est produits laitiers et protéines animales en général le soir. Donc déjà, il faut éviter aussi le café. Le café, il a des inconvénients. Vraiment au niveau d'acidification, d'excitation, etc. Donc le café, c'est vraiment pas top, et ça toute la journée. Hein. Et le soir, il faut éviter, donc comme je l'ai dit, les produits laitiers animaux, vaches, chèvres, brebis sous toutes les formes, les protéines animales, et plutôt composer votre repas avec des féculents simples, sans gluten. Alors pourquoi je dis simple? Parce que je me rends compte, excusez-moi je bafouille, je me rends compte que peu de personnes arrivent à supporter les associations qui sont préconisées de féculents type céréales plus légumineuses le soir, parce que le système digestif ne peut plus le faire. Donc moi je dis qu'il vaut mieux prendre une seule sorte de féculent. Par exemple, la patate douce, elle est extraordinaire pour retrouver une bonne digestibilité et un bon sommeil le soir. La pomme de terre aussi. Évidemment
cuite simplement, hein, à la vapeur douce, etc., sur laquelle il est tout à fait possible de mettre un petit filet d'huile d'olive ou un petit filet d'huile de noix si vous aimez ça, des légumes cuits et des crudités. Et là, ça va constituer un plat qui va favoriser l'endormissement, le sommeil, et où il n'y aura plus de bouffées de chaleur. Maintenant, il est possible, Christine et toutes les personnes que ça concerne, d'avoir besoin de détoxifier le foie avant d'arriver à ce que les bouffées de chaleur s'estompent. Et il existe différents compléments nutritionnels dans les pharmacies qui fonctionnent très bien. Moi, il y en a un que j'aime beaucoup, je vais le citer, hein, c'est une marque, mais tant pis, parce que vraiment je travaille avec depuis de nombreuses années. C'est RJ Detox du laboratoire Nutergia. Et donc, il faut prendre 2 gélules le soir au repas. Et ça fonctionne vraiment très très bien. Il y a différentes choses qui détoxifient bien au niveau hépatique et qui résolvent ce type de problème. Donc, c'est RJ Detox du laboratoire Nutergia. Alors, Marie-Ange demande si on est addict au café, peut-on prendre du thé? Alors, effectivement, on peut faire des étapes, mais le thé contient aussi des excitants, hein, au même titre que le café. Donc, mais un petit peu moins. On va dire que si vous faites votre thé pas trop fort, vous aurez moins d'excitants. Donc, prenez une étape avant peut-être de vous dire que vous allez boire plus d'infusions et moins de thé et de café. Parce que toute addiction, surtout au niveau du café, va signer notamment une fatigue au niveau des surrénales, des glandes surrénales. Vous savez, les 2 petites glandes qui sont au-dessus des reins. Et quand on prend du café, ce café stimule artificiellement les glandes surrénales et elles vont travailler de façon continue et elles vont s'épuiser, ce qui aggrave la fatigue pour laquelle en général on prend le café. Donc c'est un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux. Donc ce que je peux vous conseiller, Marie-Ange, c'est de prendre des choses qui vous aident surtout à booster vos surrénales. Donc là, on a plein de plantes adaptogènes. On a des huiles essentielles, par exemple l'épinette noire, qu'il est intéressant de masser le matin sur ses surrénales. On a des plantes adaptogènes comme le ginseng, le l'eutérocoque. On a des plantes comme la rhodiole maintenant, etc. Toutes ces plantes modernes qui sont très intéressantes pour ça, hein. Donc, travaillez sur vos surrénales, regardez, renseignez-vous là-dessus. Ça serait peut-être un début de solution pour ne plus être addict, mais en plus, vous allez retrouver de l'énergie et vous allez arrêter d'épuiser votre corps. Les problèmes de surrénales épuisés à cause de ces addictions sont assez fréquentes et elles sont intimement liées, les surrénales, avec la thyroïde. Donc là, ce qu'on rencontre très souvent, c'est des personnes qui ont cette fatigue-là. Il faut travailler et la thyroïde et les surrénales en même temps de façon à pouvoir relancer le système. Et un conseil à ce niveau-là, ça serait de faire mesurer votre iodurie urinaire en laboratoire. C'est une analyse d'urine, hein, comme son nom l'indique. Il n'y a pas de remboursement par la Sécu, il n'y a pas besoin de prescription obligatoire par le médecin. Donc il est possible de le faire pour être sûr d'avoir un taux d'iode suffisant qui permet à la thyroïde de fonctionner suffisamment. Et puis l'autre, en plus de l'iode, ce qui est vraiment indispensable à la thyroïde, c'est la L-tyrosine, l'acide aminé dont j'ai parlé, donc nécessaire qu'on trouve le plus souvent dans les produits animaux. Et puis il nous faut absolument du fer, du zinc et du sélénium. Donc là, j'écoutais des émissions par rapport à la fertilité des Français. C'est intimement lié avec thyroïde surrénale et ces carences-là. L'infertilité est galopante et c'est vraiment
tout à fait possible de relancer la fertilité chez l'homme et chez la femme en étant bien nourri, nutri. Donc ça nécessite de travailler sur la porosité intestinale et ça nécessite d'apporter les nutriments en quantité suffisante pour pouvoir se refabriquer toutes ces hormones et ces neuromédiateurs notamment. Ah oui, d'accord, ok. Donc, donc je comprends mieux, Marie-Ange. J'ai été opérée de la thyroïde, on m'a enlevé un lobe. Mais ceci dit, vous en avez un autre qui fonctionne. Mais j'imagine que vous êtes sous médicaments. Donc à ce moment-là, c'est à étudier vraiment au cas par cas si on peut intervenir encore, s'il est temps d'intervenir encore en micronutrition, en sachant qu'il est toujours temps d'intervenir au niveau de la nutrition. Mais en micronutrition, il est possible peut-être de faire quelque chose encore. Hein. Y a-t-il un lien entre alimentation et infection des poils? Eh ben oui, oui, ça peut, tout à fait, hein, puisque la peau est un émonctoire comme un autre, c'est même le plus grand organe du corps. Elle a deux types d'élimination, des éliminations par les glandes sudoripares qui sont plutôt acides et des éliminations par les glandes sébacées qui sont plutôt muqueuses. Et donc on peut penser que il y a une question de terrain évidemment s'il y a infection, mais il peut y avoir aussi une question émonctorielle. Donc là vous pouvez déjà des choses toutes simples, Christine, des choses toutes simples, passer régulièrement le gant de crin ou la brosse sèche pour vraiment stimuler votre peau. Vous pouvez aussi, si vous avez ça près de chez vous, utiliser le sauna, le hammam. Hein. Donc là, c'est aussi avec les précautions d'usage, mais c'est assez facile de le faire. Et puis après, il peut y avoir l'utilisation d'huile végétale, enrichie ou pas d'huile essentielle, pour traiter le côté infection. Voilà. Donc là, c'est... Pour nous, en naturo, si vous voulez, le naturo ou la naturopathe va traiter un terrain, hein, va pas traiter qu'un symptôme. Ce qui nécessite d'avoir du temps, de faire vraiment un questionnaire et un bilan vital qui est long, qui permet vraiment de recouper toutes les informations que vous allez nous donner. Par exemple, les problèmes digestifs avec des maux de tête ou de l'acidose avec des problèmes urinaires, par exemple des infections urinaires chroniques, etc. Donc on va vraiment s'attacher à faire ces liens le plus possible de façon à ne pas avoir une réponse antisymptomatique, mais à avoir une réponse sur la cause. Maintenant, évidemment, on une réponse aussi sur le symptôme parce que on n'aime pas laisser les gens dans la souffrance, hein, et qu'avec les huiles essentielles, par exemple, eh bien, on va pouvoir régler ce genre de choses. Voilà, merci pour cette remarque, Maxime. Un naturopathe ne traite pas, il accompagne. Moi, je dis souvent que je suis comme le petit poussé. Je lance des petits cailloux blancs sur votre chemin. À vous de les attraper au passage pour retrouver vraiment votre chemin à vous. Et comme tout thérapeute, je dirais même si je veux pousser les choses en allopathie, le thérapeute, il est là pour aider la personne à stimuler ses capacités d'auto-guérison. Voilà, nous, notre but, c'est vraiment de vous aider à vous auto-guérir. La guérison, c'est toujours de l'auto-guérison. Même un guérisseur, une personne qui se dit guérisseur, va stimuler vos propres capacités d'auto-guérison, va redonner de l'énergie pour que votre corps stimule les organes, stimule le système immunitaire, etc., pour retrouver de l'auto-guérison. C'est exactement ce qui est fait en médecine traditionnelle chinoise et en médecine ayurvédique. Donc la naturopathie, c'est la troisième grande médecine traditionnelle avec la médecine traditionnelle chinoise et la médecine ayurvédique. Donc quelles sont les huiles essentielles pour soulager les irritations de la peau? Donc première chose, je dirais, on va chercher les causes de l'irritation.
fonctionne bien, c'est par exemple l'huile essentielle de lavande, hein, la traditionnelle lavande, qu'on utilisera évidemment si la peau est irritée en toute petite quantité, de très bonne qualité, sur une base d'huile végétale qui pourra elle-même avoir des propriétés curatives, comme par exemple l'huile végétale de rose musquée du Chili, l'huile de calophylle inophile qui a des propriétés très anti-inflammatoires. Donc au départ, on va vraiment travailler à la goutte et voir ce qui se passe, parce qu'en général, ça suffit, hein. Donc là, je parle évidemment pour l'adulte, hein. En sachant que l'huile essentielle de lavande, elle se prend avec des précautions aussi chez l'enfant, mais là, il vaut mieux qu'on en parle tranquillement. Alors, les problèmes d'eczéma, Chantal, sur tout le corps, pour moi, je ne parle que pour moi, sont très liés à des intolérances aux produits laitiers. Pas que, hein, parce que la peau étant notre frontière entre soi et l'autre, il peut y avoir aussi des problèmes émotionnels avec une mauvaise gestion de certaines séparations qui peuvent rentrer en jeu. Mais du coup, si on traite le terrain, eh bien, il sera possible de traiter le côté psychique, le côté émotionnel plus facilement avec le thérapeute ou la thérapeute qui peut vous accompagner dans la gestion de l'éventuelle séparation, dont je ne sais pas si c'est le cas. Mais en tout cas, moi, j'ai constaté vraiment de très 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 nombreuses fois ce lien-là. RJ Détox, on peut le prendre tout à fait si on a une hypothyroïdie. Oui, oui, ça pose absolument pas de problème. Merci Joséphine, peut-être à une prochaine fois. Alors, Emmanuel nous demande quels massages sont à privilégier. Ben là, vraiment, je ne sais pas ce que vous aimez. Bon, moi je pratique un massage de type californien que j'ai adapté à ma sauce au fil des années en y mettant des points d'acupuncture, etc. Donc, un massage, le but, ça va être vraiment de faire travailler votre système nerveux pour vous détendre et vous mettre en parasympathique. Activer le mode parasympathique, c'est-à-dire vraiment activer le mode qui est celui qui lance en nous l'auto-guérison. Vous voyez le lien, c'est très très important. Dans ces deux bouquins dont je vous ai parlé tout à l'heure, Activer le nerf vague et Stimuler le nerf vague, ils en parlent. Quelle que soit la technique que vous allez trouver pour vous détendre, il faut en inclure dans sa vie vraiment très régulièrement pour que ces phases de sympathique, parasympathique soient très fluides, très souples, qu'il n'y ait pas des hauts et des bas assez difficiles à supporter pour soi et pour les autres d'ailleurs, hein. Et donc massage, déjà vous avez la réflexologie plantaire, vous avez des massages du corps complet, vous avez la réflexologie palmaire ou du visage, et puis alors des techniques, maintenant je dirais presque qu'il y en a autant que de praticiens, mais vous devez avoir senti un vrai relâchement pendant le soin et après le soin. C'est-à-dire que cette mise en activité du système nerveux parasympathique, eh bien, va peut-être vous fatiguer pendant un jour ou deux. Vraiment comme si vous étiez KO, mais c'est simplement que votre corps, il se met dans cet état-là, et après, votre énergie va remonter progressivement, mais avec plus de douceur. Alors, Marie-Cécile me demande, en état de ménopause, que conseillez-vous pour relancer la repousse des cheveux? Alors, il y a une huile végétale qui est extraordinaire, mais qu'il faut utiliser très régulièrement, c'est l'huile de ricin. Donc, évidemment, vérifiez que vous n'êtes pas totalement en carence micronutritionnelle, hein. Donc ça, vitamines, minéraux, oligo-éléments, antioxydants, hein. Cure d'antioxydants à la ménopause, c'est juste indispensable, je dirais. Recharger tout ça. Et puis, localement, c'est l'huile de ricin, bio si possible, qu'on va vraiment appliquer sur tous les cheveux, sur le cuir chevelu et sur tous les cheveux. Moi, quand je l'utilise, je le laisse poser toute la nuit. Je me couche avec, je protège bien mon oreiller, je me couche avec, et le lendemain, je vais faire mon shampoing.
Et ça fonctionne vraiment très très bien. Donc, Marie-Cécile, 2 axes. Hein. Donc, la micronutrition, voir si vous en avez besoin. Et deuxième axe, l'huile de ricin que vous allez mettre peut-être, allez, 2 fois par semaine, mais vraiment sur des semaines et des semaines. Et vous allez avoir plein de petites repousses de cheveux qui vont se faire. Ça marche aussi pour les personnes qui ont eu de la chimio au niveau des sourcils, au niveau de tous les poils. Voilà. Par contre, eh ben, c'est la persévérance. L'huile de ricin, c'est très visqueux, c'est pas forcément l'huile la plus agréable, mais c'est quelque chose qui fait du bien. Oui, alors, Josulie, je viens de contracter le Covid, je reste fatiguée, j'ai été mise sous cortisone. Est-ce que je peux prendre quelque chose pour m'aider à éliminer ce médicament et ce virus? Oui, 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 oui. Alors maintenant, moi je travaille en tant que naturo avec différents labos de micronutrition qui ont donné des réponses vraiment très intéressantes. Sur ce problème, évidemment, hein, puisque il y a tellement de choses qui ont été dites, parfois contradictoires au niveau de la vitamine D, au niveau de la vitamine C, au niveau du zinc, etc. Donc, il y a un labo avec lequel j'aime bien travailler qui s'appelle Bionutrix, qui vient de sortir un complément vraiment très spécifique pour votre cas. Je pense qu'il serait intéressant, qui s'appelle Immune Impact Forte, qui contient des antioxydants, qui contient le zinc, le sélénium, etc. Tout ce qu'il faut pour ça. Et puis évidemment, on a des huiles essentielles antivirales assez puissantes, notamment par exemple, je pense au sarro, je pense au thym à linalol, je pense au thym à tujanol, que vous pouvez utiliser, puisque ce sont des huiles essentielles douces, par voie orale et par voie cutanée. Donc par voie orale, c'est toujours dans un disper, hein, dans quelque chose qui va permettre de le prendre. Notamment, j'aime bien prendre une cuillère à café d'huile d'olive ou d'huile autre. Moi, je suis pas très pro sucre ni miel, surtout quand vous êtes fatigué. Hein, donc on rajoute pas de sucre, on va plutôt l'enlever au contraire. Et donc une goutte dans une cuillère à café d'huile, 2 fois ou 3 fois par jour, ça doit être des cures courtes, hein, toujours avec une fenêtre thérapeutique, je dirais pendant 1 semaine à 10 jours, et puis après vous arrêtez. En tout cas, ça va vous aider peut-être le temps de recevoir, si vous décidez de commander ce produit-là dont je vous ai parlé, qui est vraiment très très intéressant. Mais peut-être très proche de chez vous, dans un magasin bio, hein. Ça c'est tout à fait possible. Oui, Adeline, je suis tout à fait d'accord avec toi. Le massage, c'est vraiment un cadeau qu'on se fait. C'est de la régénération, c'est de la détente, c'est vraiment moi, je dis vraiment auto-guérison. Massage rentre dans les techniques d'auto-guérison. Alors, Marie-Anne, pour les règles douloureuses et l'endométriose, donc là... Dans les cours que je donne en aroma, je donne une technique que j'appelle une formule que j'appelle la formule magique pour les règles douloureuses, qui peut se prendre sous forme de massage et ou sous forme d'ovule aussi, avec 4 huiles essentielles qui se complètent, qui se complémentent au niveau de leurs molécules biochimiques, pour avoir quelque chose d'antispasmodique et d'anti-inflammatoire. Je vais vous les donner. Après, vous pourrez réécouter cette vidéo qui vous permettra de renoter tout ça si vous le souhaitez. Donc, lavande, évidemment, lavande vraie, petit grain bigarade, mandarine rouge et basilic tropical. Et vous mélangez ces huiles essentielles à parts égales dans de l'huile végétale pour vous masser. Ou vous pouvez demander à votre pharmacie proche de chez vous des ovules, qu'elle vous fabrique des ovules avec ces huiles essentielles, et c'est vraiment magique, y compris pour l'endométriose. On pourrait vous conseiller, en plus, si on veut traiter pas que le symptôme, mais peut-être la cause, on pourrait vous conseiller aussi de prendre de l'huile d'onagre.
de l'huile d'onagre qui a des propriétés progestérone-là et qui va beaucoup vous aider au niveau du syndrome prémenstruel parce que souvent ça s'inscrit dans un contexte de syndrome prémenstruel. Donc l'huile d'onagre se prend par capsule, par voie orale, du 5e au 25e jour du cycle, à raison en général de 3 capsules le midi, 3 capsules le soir. Donc là, vous allez avoir à la fois traité la cause et le symptôme. Toujours, hein, ça c'est de la naturo. Avec plaisir, messieurs, dames. Bon, eh bien écoutez, je pense qu'on va clore cette vidéo. Il faut que je fasse ça correctement pour qu'elle soit bien enregistrée. Donc je vais avoir besoin d'aide, Chacha. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je referai ça, j'espère, un petit peu plus régulièrement. Je vais essayer de maîtriser l'outil, ce qui me permettra de ne pas envahir les locaux de Myrtea Formation à chaque fois, mais de pouvoir le faire de chez moi ou de mon cabinet. Les capsules d'huile d'onagre peuvent être prises aussi en ménopause, mais alors du coup, il faudrait mettre de l'autre côté, puisqu'en ménopause, il faudrait aussi le côté œstrogène. Donc, trouver par exemple l'hydrolat de sauge officinal, hein, par exemple. Oui, Julie, je consulte par téléphone ou par Zoom ou par Skype. Tout à fait, avec plaisir. Merci à vous, merci de votre présence, ça m'a fait très plaisir. Donc je viens là arrêter la vidéo en direct. Oui, tic.